Et ben c'est parti, donc bienvenue à cette table ronde Les Pages Libérées, où on va parler de livres et de libres. Donc il va falloir qu'on... n'hésitez pas, si je n'articule pas assez entre livre et libre, à me faire la réflexion. Ouais, pourquoi, enfin, qu'est-ce que c'est un livre libre et pourquoi et tout ça. Alors le pourquoi, évidemment, je laisserai plutôt tous les différents auteurs ici, mais je vais présenter rapidement ce que c'est. On va parler ici notamment de l'objet physique, le livre, qui peut être... alors on va pas parler d'ouvrage technique, mais qui pourrait être un ouvrage technique. On va parler de littérature, donc roman, essai, et on va parler de BD, qui sont donc des objets à base de papier avec éventuellement des images pour la BD et du texte. Et le côté libre, évidemment, c'est pas dans l'objet en tant que tel, puisque c'est un objet physique, mais la partie intéressante, c'est sur la licence de ce qu'on va mettre sur ces fameux morceaux de papier. Alors, je sais pas trop ici qui connaît un petit peu les licences libres qui sont utilisées dans le côté artistique, plutôt que sur le côté logiciel. Je vais juste en parler rapidement et n'hésitez pas à en rajouter d'autres puisque c'est sûr que je vais en oublier. Les plus connus, c'est les Creative Commons, qu'on va souvent ici abréger en CC. Et donc, il y a différentes options qu'on peut rajouter à la Creative Commons. En général, on met le CC BY, donc BY, qui correspond à l'attribution. Ça veut dire que par exemple, David, qui fait une BD pour l'instant en licence CC BY, si je veux reprendre son travail, je peux en faire un dérivé en modifiant la fin de son histoire ou en changeant la couleur du chapeau d'un personnage. J'ai pas besoin de lui demander son avis. Par contre, il faut que je dise que ce que j'ai fait moi, eh bien, c'est d'après le travail de David. On utilise aussi régulièrement l'option SA, Share Alike, c'est-à-dire que c'est une licence virale. Donc, si on reprend l'exemple de David, si jamais il n'était pas en CC BY mais en CC BY SA, eh bien, la différence avec le cas précédent, donc je pourrais encore le faire sans lui demander son autorisation, et je devrais encore mettre son nom puisque c'est du BY SA, dire que c'est d'après l'œuvre de David, mais en plus, je devrais utiliser la même licence que lui. Et donc, ceux qui utiliseront mon travail devront eux aussi utiliser cette même licence. C'est l'aspect de la licence virale. Côté logiciel libre, c'est la GPL v3 qui est emblématique de ça, mais c'est évidemment pas la seule et il y a des degrés. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Et puis, il y a des options NC pour non-commercial, c'est-à-dire que vous pouvez dériver le travail, mais vous ne pouvez pas le vendre. Et il y a le ND, non-dérivative, donc ça veut dire vous pouvez prendre cette chose qui est là, mais vous ne pouvez pas faire un dérivé de ce travail. Donc vous ne pouvez pas le modifier. Ah oui. Donc voilà, ça c'est dans les grandes lignes les licences Creative Commons. Ensuite, il y a d'autres licences, alors que moi je connais moins bien, mais n'hésitez pas si vous avez plus d'infos là-dessus. Ah oui, il y a la CC0 aussi, évidemment, où faites ce que vous voulez. Hein. CC0, voilà, c'est mon truc, c'est moi qui l'ai fait, faites ce que vous voulez. Donc CC0, la dénomination complète, c'est domaine public volontaire. Donc domaine public, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais actuellement, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Les œuvres qui étaient protégées par le droit d'auteur classique arrivent dans le domaine public et du coup sont utilisables. C'est pas une licence libre, mais c'est un peu utilisable comme tel. Donc c'est-à-dire que ça devient, vous pouvez prendre Les Misérables aujourd'hui, l'imprimer, le vendre. Vous pouvez faire une édition dérivée des Misérables sans demander l'avis des héritiers de Victor Hugo. C'est le domaine public. Et le CC0, en gros, c'est l'idée de dire je veux que mon livre soit directement dans le domaine public, même de mon vivant, je m'en fiche. Dans les faits, en France, avec le droit moral, c'est pas très différent d'une CC BY. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment de différence en vrai. Mais voilà, c'est plus sur la dénomination où c'est une philosophie différente, quoi. Voilà. Ok, merci Guy. Alors juste, les licences Creative Commons sont basées, si je me souviens bien, plutôt sur le droit américain à la base.
Et donc, il y a notamment la licence art libre, qui est un peu le pendant français là-dessus. Par contre, je ne sais pas si vous avez des billes dessus, parce que moi, pas trop. La licence art libre de mémoire, c'est l'équivalent d'une CC by SA, ouais, c'est ça. Et après, je sais pas quelles sont les variantes. C'est un peu comme quelle est la différence entre une BSD et une MIT dans le domaine du logiciel. Ouais. Elles sont compatibles aujourd'hui. C'est-à-dire que si on met sous une CC by SA, ensuite on peut redéposer sous une art libre et inversement. D'accord, merci. Bien, voilà, c'était pour poser un petit peu les grandes lignes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que vous voulez mettre en avant. Ouais. J'aimerais juste parler de ce qui est propriétaire. Parce que là où pour mettre en art libre, on a besoin de mettre une licence comme ça, il faut savoir que les droits d'auteur, on les a d'office, directement. C'est-à-dire que vous faites un blog, vous marquez quelque chose, même un tweet ou quelque chose, c'est directement votre propriété intellectuelle. C'est que vous n'avez pas besoin de marquer c'est enrobé, copyright, quelque chose. Il faut savoir que le droit français vous couvre là-dessus. Il y a d'ailleurs 2 choses que vous avez d'office. C'est ces droits d'auteur et aussi le droit moral. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui reprend plus ce que vous avez dit, mais pour vous dénigrer moralement ou ou que ça atteint vraiment à votre éthique ou quelque chose, vous pouvez demander faire un procès, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, le droit moral, en fait, en droit, il est inaliénable et imprescriptible et incessible. C'est-à-dire que même si vous donnez un droit à un éditeur d'éditer votre livre, donc c'est les droits patrimoniaux, ça s'appelle, donc vous lui donnez le droit d'exploiter finalement votre œuvre, vous gardez le droit moral, parce que celui-là, il est inaliénable. Et donc ça veut dire que si votre éditeur il décide de faire en sorte que votre livre il soit utilisé par un parti politique avec lequel vous êtes en désaccord, par exemple, vous pouvez arguer du droit moral pour dire je refuse, et donc j'interdis. Donc vous ne pouvez pas demander à avoir plus d'argent, etc. C'est juste que vous pouvez interdire l'usage, parce que c'est votre droit moral, et le droit moral, il se transmet. Donc tout à l'heure, tu parlais de Victor Hugo. Alors il faut savoir que les petits enfants de Victor Hugo ont fait un procès pour faire interdire un livre qui faisait la suite des Misérables au nom du droit moral. Voilà. Et non, ça n'a pas été validé. Ok, merci. Juste avant qu'on continue sur des questions un peu plus précises sur les livres libres, je vais rapidement présenter un petit peu quand même les personnes qui sont là. Donc Térémis qui écrit, ouais, si vous voulez faire passer, qui écrit. Donc tu as publié des choses uniquement en numérique, si je me trompe pas. Non, j'ai auto-publié mon ouvrage qui est accessible aussi en papier. Donc c'est de la fiction fantastique, horrifique, poétique. Ça, a priori, dans le domaine éditorial, c'est compliqué à proposer, surtout que c'est des nouvelles pour le moment. Voilà, pour le début. Ça marche, merci. Ensuite, Chaosetto, qui publie certaines choses en libre et d'autres en non libre, mais dans un univers libre, et en 2 langues, s'il vous plaît, et plus s'il y en a qui veulent aider. Oui, effectivement. Donc, j'avais publié ma première saga de 10 tomes en licence libre, en pensant que, bon, de toute façon, je ne perdais rien en le mettant sous licence libre. Et après, effectivement, j'ai changé un peu mon éthique de licence en disant, bon, mais je vais publier aussi sur Amazon. Et finalement, j'ai vu que les ventes étaient principalement sur Amazon, mais je me réserve quand même la liberté de mettre mes trilogies propriétaires sous licence libre quand je veux. Merci. David Revoy, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, auteur de BD notamment, principal. Enfin, c'est pour ça que tu es le plus connu en tout cas, mais artiste graphiste en général. Oui, c'est la bande dessinée Pepper et Carotte. Voilà. Très joli t-shirt d'ailleurs. Oui. Ça y est, je suis rentré dans l'ère du marketing. Ce projet a 5 ans, ça y est, publicité partout et compagnie. à fond. Corrompu. G qui publie BD et romans, parce que sinon c'est trop facile. Ouais, alors moi je publie des bandes dessinées plutôt sur le mode gribouillage, c'est pour ça que ça s'appelle Grisbouille. Il y a une ancienne BD qui s'appelle Gictionnaire qui était assez connue aussi. Et là, l'année dernière, j'avais publié un roman qui parle de lutte des classes dans un monde d'heroic fantasy moderne qui s'appelle Working Class Heroic Fantasy. J'ai pas trouvé de bon titre en français, malheureusement.
Et voilà, donc je fais un peu les deux, mais principalement de la BD quand même. Stéphane Crozat qui sort la Picardie de l'oubli et qui nous montre dans une belle dystopie ce que Google et Amazon peuvent faire ensemble quand ils se mettent main dans la main. Que veux-tu que j'ajoute et j'en ai écrit qu'un, donc tout est donné, voilà. Ça s'appelle Trace. Et Yann Carvran, auteur de tout un univers et de quelques nouvelles, mais pour l'instant 4 polars dans le 3e quart du XIIe siècle au Moyen-Orient, donc la période des croisades, avec un personnage fort sympathique qui s'appelle Ernaud. Ouais, quelques nouvelles, je vais arriver à une centaine quand même de nouvelles. Et excuse-moi, je me suis contenté de celles que j'avais lues et pour l'instant j'ai pas eu le temps d'en lire plus. Voilà, l'idée c'est de faire vraiment un univers romanesque complet et de vraiment faire une saga historique vraiment très très large, parce que j'ai aussi une vocation à faire de l'éducation populaire à l'histoire en fait à travers ça. Donc l'idée c'est vraiment de donner à voir un aperçu de l'histoire. C'est ça, donc un aspect historique, même si les histoires sont des fictions, l'aspect historique lui est bien travaillé et sourcé. Oui, c'est. Je documente tous les romans. Effectivement, je donne les sources historiques. En fait, si les gens veulent réécrire la fin, qui trouvent que le meurtrier c'est pas le bon, bah au moins ils peuvent essayer d'aller chercher la doc historique pour le faire historiquement s'ils ont envie. Oui, et j'ai une particularité aussi, c'est que moi j'ai été édité chez les éditeurs traditionnels sous licence non libre. Et j'ai récupéré les droits, parce qu'en général quand on est avec un éditeur traditionnel on abandonne tous ses droits à l'éditeur, hein. Mais j'ai récupéré les droits parce que les 2 premiers romans avaient été publiés pour pouvoir les passer sous licence libre justement, et je suis allé voir Framabook pour rééditer en fait les 2 premiers tomes qui avaient été édités en non libre sous licence libre, et puis faire la suite de la saga finalement en licence libre. Ok, merci. Maintenant que le micro est de l'autre côté, j'ai une question pour Térémis évidemment. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à publier en libre à la base ? Alors, j'ai beaucoup pensé à cette conférence et en fait, je mélange un peu tout en ce qui me concerne. J'ai vraiment pas une vision d'ensemble sur tout ce qui est culture libre. Je mélange mon activité d'écriture, l'auto-édition qui n'a rien à voir avec la culture libre en soi, et la possibilité aussi derrière de consulter librement en ce qui me concerne, voire d'utiliser librement les ouvrages. Donc, il va falloir que je réussisse et avec moi peut-être que vous réussissiez à faire la part des choses. Ce qui me semble au final le plus important et ce qui m'a moi guidé, c'est l'envie, le besoin que ce que je produise ne soit pas bloqué, que chacun puisse consulter ça gratuitement. Moi, le premier critère qui m'a semblé, qui m'a fait venir au libre, c'est la gratuité. C'est-à-dire que je trouve ça inadmissible qu'en 2019, à l'ère du numérique, les objets culturels qu'on est capable de copier pour rien soient bloqués par le péage, par un péage auquel on est tout à fait habitué, mais qui en fait est véritablement bloquant. Donc moi, je pense comme ça. Voilà. Et bon, après, il y a un exemple, je sais pas, on va sûrement évoquer beaucoup de sujets. Donc je suis d'abord arrivé, ma démarche a d'abord été en contradiction avec celle des éditeurs traditionnels, avec celle d'un bain commercial, industriel qui me déplaît fortement. Donc ça, c'est la démarche auto-édition. Et je ne suis venu au libre qu'après, notamment grâce à toute la démarche d'éducation populaire de tout un tas d'assauts françaises, de ces événements comme ici. Et un documentaire en particulier qui est Internet Owns Boy, qui est à propos l'histoire d'Aaron Swartz, qui, pareil, d'une certaine manière, a milité activement pour la libération du savoir. Et en fait, je considère que la fiction fait partie de la culture et du savoir au sens très large. Donc, je ne sais pas si ça répond très bien, mais voilà, un peu pour le moment où on peut aller. S'il y en a qui veulent rebondir dessus, sinon je continue. Ouais. Alors oui, c'est rebondir directement sur ce qui est à la fin.
Parce que quand normalement, ah oui, je me colle sur le menton. Quand normalement je commence des conférences sur Pepper et Carotte, je montre bien souvent un peu des personnages comme Zelda, comme Dragon Ball et ça, et je demande aux personnes s'ils connaissent ces univers, s'ils reconnaissent. En plus, pour que la conférence soit en Creative Commons, je dessine Carotte en train d'être comme avec Link et compagnie. Parce que tout ça, ce sont des univers qu'on a en tête, enfin moi que j'ai en tête. J'ai grandi, on retrouve même des références dans ma bande dessinée à ça. J'essaye de les contourner parce que c'est difficile, mais c'est pour montrer que même les imaginaires sont construits avec des choses qui sont propriétaires et qu'on ne peut pas reprendre. Pour moi, en tant que dessinateur, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien visuellement d'anciennes séries que j'ai grandi avec, voilà. Et une de mes grandes motivations avec le libre, c'est de construire une base pour des générations après qui puissent être réexploitables, qu'on puisse faire des dérivations, qu'on puisse faire des choses. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre installer un logiciel propriétaire sur une machine et être fan d'un univers complètement propriétaire. Je suis fan de plein de choses, hein, c'est pas un mal, hein, je dis pas ça. Mais parce que ça, quand j'aime quelque chose qui est propriétaire comme ça m'enferme et je sais que je vais pas pouvoir, par exemple, faire la suite et la dessiner et puis la vendre. Voilà, c'est quelque chose qui m'enferme dans mes élans, et on sait bien que sur le net, il y a plein de fans qui veulent faire des fanfictions, qui veulent faire plein de choses, et que c'est difficile, c'est problématique. Et juste sur cet aspect aussi qu'on a complètement intégré ces mécanismes-là, c'est il y a quelques années quand Disney a racheté Star Wars, ils ont pris une décision qui était de dire, en gros, Star Wars, vous aviez les films, et il y avait pas mal de bouquins autour qu'ils appelaient l'univers étendu. Qui n'étaient pas des choses qui avaient été faites directement par George Lucas ou Lucasfilm et tout, mais que des auteurs avaient fait, qui avaient été inclus dedans, et ils avaient dit, en gros, on considère on le jette entre guillemets, c'est-à-dire qu'on considère que cet univers-là est plus l'univers officiel, parce que justement, ils voulaient faire leur propre suite, qui était une autre histoire. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a eu une espèce de levée de bouclier de gens qui disaient, oui, c'est scandaleux et tout, pourquoi c'est plus l'histoire officielle? Et alors que moi, dans ma tête de libriste et tout, je m'en fous de ce que Lucasfilm peut me dire, quelle est l'histoire officielle. L'histoire officielle, je la choisis. Moi, il n'y a jamais eu d'épisode 1, 2, 3 de Star Wars, par exemple. Hein, donc, je vois pas pourquoi je devrais suivre. C'est pas Disney, effectivement, ou Lucasfilm avant, ont les droits sur les œuvres, mais les imaginaires en soi, ils sont par essence libres, en fait. Et c'est un peu cette contradiction qu'on essaye de lever quand on passe en licence libre, c'est de mettre en accord le fait que les univers, une fois qu'on les a décrits, une fois que quelqu'un a lu un livre, ils sont libres de fait dans leur tête. Et c'est de se dire, finalement, autant rendre la chose claire. Et oui, c'est une fois que l'œuvre est écrite et qu'elle est diffusée, elle ne nous appartient plus vraiment. On a certaines relations privilégiées avec, peut-être, mais voilà. Yann ? Alors, oui, c'est par essence libre, mais dans les faits, ça ne l'est pas du tout. Et alors, il faut savoir, si vous avez envie de vous costumer en Dark Vador dans la rue, c'est un acte de contrefaçon. Il vaut mieux aller voir un policier lui cracher au visage et le traiter de sale bâtard de merde. C'est, d'un point de vue légal, moins dangereux. Ou... Non, c'est un exemple. Ou de se lever, d'aller frapper quelqu'un en lui mettant plus de 8 jours d'ITT. Il ne faut pas qu'il soit de façon permanente handicapé quand même. C'est moins grave que se déguiser en Dark Vador dans la rue. C'est quand même il faut arriver à remettre les choses en perspective. C'est quelque chose d'extrêmement grave, l'acte de contrefaçon. Et donc il y a vraiment une hypocrisie et une tension finalement entre le fait que naturellement, comme vous disiez, les trois premiers actes pour toi ça n'existe pas, mais finalement d'un point de vue légal on te l'assène et tu n'as pas le choix d'y adhérer ou pas. C'est comme ça et ça leur appartient. Non, juste, on joue un peu sur les mots. Moi, ce que je dis, c'est que tu as le choix d'y adhérer ou pas, au sens où si tu as décidé d'ignorer tel ou tel truc, ils n'ont pas encore le contrôle sur ce qu'il y a dans ta tête. C'est ça. Je m'en doute. Non, je voulais juste, mais du coup, tu l'as quasiment redit, Yann, mais que ce soit bien clair dans l'exemple que tu prenais. Effectivement, tu n'as pas le droit de récupérer les images dont tu parles. Donc, c'était implicite dans ce que tu as dit, mais je voulais juste le ressouligner pour que ce soit clair pour tout le monde. Vous n'avez pas le droit de faire une BD avec des morceaux de
des références que tu as citées. Et tu as juste, en fait, je complète, hein, mais je dirais rien d'autre. Juste sur Aaron Swartz, tu l'as pas précisé non plus, mais son histoire se termine pas bien, donc il se suicide, et notamment sous la pression qu'il reçoit, et notamment à cause justement de problématiques, je vais pas rentrer dans l'état de l'histoire, mais de contrefaçon et d'actes illicites, et comme tu viens de le dire, considérés comme tellement dangereux à un moment qu'on va mettre une pression sur cet homme qui va le conduire au suicide, alors qu'il a même pas frappé une personne. Voilà. Et il avait pas 30 ans, si je me trompe pas. Alors, il y a des choses, il y a des sujets qui ont été effleurés avec ça et qui vont avec, et je voudrais, à moins que tu aies déjà quelque chose à dire dessus tout de suite, mais sinon, je voulais aborder le financement qui a été abordé. On a dit que, bah oui, il faudrait que la culture soit gratuite. Par contre, à un moment, les personnes qui créent, si on veut que ces personnes s'investissent dans cette création, à un moment, ça peut être bien qu'elles puissent manger, qu'elles puissent se loger. On a évoqué Amazon tout à l'heure et le fait que c'est là-bas que tu vendais le plus. Est-ce que ça a un lien justement, je triche, je connais la réponse. Est-ce que ça a un lien avec le fait que tu aies passé certains textes en licence pour l'instant non libre? Alors, basiquement, publier en livre ou publier en propriétaire, il n'y a pas d'impact majeur. Sauf pour, par exemple, si tu publies sur Amazon, il donne une offre en s'attribuant l'exclusivité de ton œuvre pendant 3 mois. Et là, tu peux pas le publier sous licence libre. Alors, moi, j'ai décidé de tenter aussi ce coup et de voir un peu pour comparer quels sont les avantages sous l'aspect de l'argent en publiant en libre ou sous licence propriétaire. Alors, à part l'offre, il n'y a pas vraiment d'impact, moi j'ai trouvé. Par contre, ça oui, comme disaient les autres, l'univers est libre, puisque c'est simplement éthique. Là, c'est si quelqu'un veut écrire un livre dans ce même univers, il a le droit, ou faire un jeu vidéo, logiquement, ou faire un jeu vidéo, comme il en existait déjà 2. Oui. Alors oui, ça. Après, aspect financement, je suis pas non plus un très très bon exemple, parce que je vends, oui, mais je fais pas de publicité, je fais pas de dons, de système de dons, de système de service, donc pour ça, je suis pas la meilleure indiquée pour en parler. C'est pas la question, le fait est qu'il y a plusieurs solutions pour ça. Oui, alors c'est simplement, pour l'instant, la solution que je trouve, c'est utiliser Amazon. Et après, aussi, c'est d'un point de vue philosophique que je pense que le financement, c'est pas le plus important dans la vie d'un auteur. Et le plus important, c'est la créativité, l'écriture. Et après, pouvoir quand même s'imaginer que d'autres vont avoir le pouvoir de se dire, bon, cet univers est à moi, je vais le faire mien et je vais écrire d'autres nouvelles, faire d'autres choses. Oui. Alors, quand je parle de gratuité, je parle bien de la gratuité à l'accès. Se différencie en fait la gratuité pour l'utilisateur et éventuellement la monétisation pour l'auteur. Je crois que le travail de création, c'est un genre de méditation, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la ressource vitale. C'est presque comme l'air qu'on respire. Et moi, l'idée de monétiser ça me pose vraiment problème en fait. Donc, pareil, je suis un très mauvais vendeur. Alors, on peut se dire pourquoi l'auto-édition, puisque normalement, je suis censé assumer la vente de mes bouquins. Bon, peu importe. J'ai pas non plus envie que quelqu'un s'approprie ça. Donc, comment on concilie ces deux choses? Comment on concilie la gratuité pour la personne qui accède à l'ouvrage et comment on concilie un éventuel revenu? Je pense que ce que je vise, moi, c'est la notion du don
J'aimerais beaucoup, et on a les moyens techniques de faire ça, qu'il y ait des places neutres sur lesquelles soient accessibles tous les objets culturels, et que sur chacun des objets culturels, il y ait la possibilité de remercier l'auteur ou les auteurs, les fabricants. Et ça, techniquement, on sait le faire aujourd'hui, mais on nous empêche de le faire. Donc, il faut imaginer, moi, dans ma tête très naïve, un genre de truc pirate, zone téléchargement, un truc torrent, ce que vous voulez, mais qui soit en lien avec les auteurs, ce qui fait que quand tu donnes de l'argent, quand tu remercies un auteur, et non pas, tu ne payes pas pour avoir accès et avoir le droit de consulter, mais éventuellement, tu décides de le remercier. Ça n'a pas du tout le même sens. Et c'est toi qui décides, il y a aussi la notion de prix libre, à quelle mesure tu veux le remercier. Je trouve ça extrêmement important de pouvoir donner ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on croit être bon. Le fait qu'il y ait un prix fixe à la base me pose problème aussi. Et donc on a ça rejoint des problématiques de monnaie libre aussi. Ça fait partie des solutions techniques en fait qu'on pourrait avoir pour limiter les intermédiaires ou passer par des intermédiaires collectifs qui maîtrisent l'outil, qui soient éthiques, qui en tout cas privilégient l'éthique. Donc voilà, moi je rêve d'un genre de monde d'artisans où tout le monde serait artisan, où il y ait le moins d'intermédiaires possible, ou voire pas d'intermédiaires du tout, où il y ait un contact direct, si possible, entre les producteurs et les receveurs, quel que soit le type d'objet culturel. Voilà. Mais je pense que en fait c'est faisable, mais il faut vraiment tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. On a émergé, on est né dans un système du droit d'auteur. Enfin, je trouve ça absolument absurde que le droit d'auteur s'applique encore 70 ans après la mort d'un auteur. Voilà. Sachant que, parce que le droit d'auteur, c'est un droit accordé à l'auteur, normalement pas aux éditeurs ou aux ayants droit. Il est mort. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Enfin voilà, je trouve ça absurde, quoi. Donc voilà, la notion d'héritage, tout ça, c'est pas des choses qui me parlent beaucoup. Voilà. Non, d'autant plus que le droit donc ce truc des 70 ans après la mort, si on regarde historiquement, c'est un truc qui a été introduit, alors je sais plus, je crois que c'était aux alentours après la Révolution française ou quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là que le droit d'auteur se met en place, en tout cas en Europe. Et ça a été crescendo, quoi. Au début, c'était 10 ans après la sortie d'une œuvre, je crois. Donc même pour quand l'auteur était encore vivant, mais ça faisait 10 ans que l'œuvre était sortie, elle était quand même dans le domaine public. Après, c'est passé après la mort. Après, c'est passé à, je sais plus, 20, 30. Il y a quelques années encore, c'était 50 ans. Et a priori, c'est passé à 70 ans sur pression des lobbies type Disney. Parce que Walt Disney est mort, ça commence à faire un moment. Et la question qui se pose, c'est du coup, est-ce qu'ils vont faire le coup tous les 20 ans et ça va passer à 90 ans puis à 110? Et en fait, du coup, ça voudrait dire que le domaine public est mort, en fait, dans ce cas-là. Parce que si à chaque fois on étend, finalement, on reste bloqué. Au Mexique, c'est plus de 100 ans. Déjà. Donc, ils sont avancés sur ce point. Oui, et en France, c'est 70 ans plus quelques années pour fait de guerre et pour participation aux guerres. Voilà, Saint-Exupéry, par exemple, ça a rapporté pas mal de. Parce qu'il est mort il était abattu en avion, donc ça a duré plus longtemps. Mais sur la question de ça, en fait, l'idée de donner de l'argent aux ayants droit après la mort, l'idée c'était de compenser en fait le faible à la base. C'était de compenser le faible revenu qu'on donne d'exploitation de l'œuvre, du vivant, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va rapporter de l'argent longtemps, et donc du coup, comme de son vivant il n'a pas pu donner à sa famille suffisamment de revenus, on donnait à sa famille. Voilà, c'était ça un petit peu l'idée. Donc voilà, je te rejoins complètement après sur le truc complètement absurde, surtout qu'on l'allonge finalement. Et l'idée c'était que après ça devait être élevé dans le domaine public. Ils disaient tomber dans le domaine public, nous on dit élevé dans le domaine public. Et donc c'était pour permettre de donner des moyens pour que les auteurs soient un petit peu protégés, entre guillemets, et quelques revenus. Alors à ça, je vais quand même apporter un petit bémol, parce que moi je viens de l'édition traditionnelle. Et il n'y a pas de modèle économique pour les auteurs non plus dans l'édition traditionnelle. Faut bien être conscient. On est des fournisseurs, donc on n'a aucun droit qui nous protège. C'est pire que chez Uber. On est des variables d'ajustement de la trésorerie des éditeurs, même des gentils. Moi, j'ai encore quelques livres qui sont chez les éditeurs traditionnels. Même chez les gens très gentils, c'est normal de vous payer avec 5 ans de retard, par exemple. Ça, la loi les oblige à faire les comptes tous les ans quand même, normalement. Mais bon, quand on leur rappelle, ils vous engueulent que c'est pour des petites sommes, qu'ils ont autre chose à foutre. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites quand même sur les revenus des auteurs traditionnels, dans Canada, France, Europe, Allemagne. En 20 ans, le revenu moyen des écrivains a baissé de 80%.
Donc, il n'y a pas de modèle économique pour faire vivre les auteurs. On est exactement dans la même situation que les petits producteurs de lait, que les petits paysans, que les producteurs de bananes, etc. Donc, faut pas penser que le fait de faire le choix du libre, c'est aussi d'abandonner un modèle économique où il y avait une possibilité de trouver sa place facilement. Il y a quelques stars qui vont tirer vers le haut. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est dès l'instant où il y a un Astérix et un Obélix, un Welbeck et un Othon qui sortent l'année, ça améliore les revenus moyens des auteurs. Goscinny, il est mort comme depuis pas mal d'années. Bon, Uderzo, je pense qu'il doit être dans un état pas loin non plus. C'est plus eux qui font de toute façon Astérix et Obélix. Je sais plus. Et puis après, une fois, il y avait encore les autres auteurs. C'était Hugo Pratt aussi qui avait fait des très bonnes ventes. Hugo Pratt, il n'est pas en très bonne forme non plus. Dernière nouvelle. Enfin voilà, il y a quelques stars qui gagnent énormément d'argent et tous les autres auteurs, dans le meilleur des cas, crèvent la dalle. Il y en a la plupart, ils gagnent un petit SMIC pour ceux qui gagnent leur vie. Et la plupart, ils gagnent que dalle, voire les éditeurs, même quand on leur doit l'argent, on leur donne pas. C'est-à-dire qu'on a de l'argent qui reste finalement. Donc, il y a pas de... Finalement, quand on connaît le milieu de l'édition, il n'y a pas un si grand renoncement que ça à faire le choix du libre en disant je prends un risque financier. Le risque financier, vous le faites en choisissant d'être écrivain finalement. Parce qu'il y a aucune façon d'avoir je crois que c'est toi qui me parlais de Bégodeau qui disait qu'il aimerait être fonctionnaire de l'écriture. On a envoyé de salariés, nous, avoir droit quand on est malade, avoir des congés maladie. Il y a une autrice qui parlait récemment qui voulait avoir un congé maternité. Quand on est écrivain, c'est juste impossible d'avoir un congé maternité pour une femme. On n'a pas de bulletin de salaire, et donc le fait de passer au libre, le modèle économique, il n'est pas pire, sauf que on a la chance éventuellement, comme l'a fait Térémis, de travailler en accord avec son éthique éventuellement, finalement, de pouvoir faire en sorte que la culture soit accessible, que des gens puissent continuer à construire, comme tu le disais, sur son œuvre personnelle, ou comme le disait David. Donc je pense que le choix économique, et c'est pas une question vraiment à poser, il y a un modèle économique à trouver, certainement, mais je pense que la question n'est pas vraiment différente de celle si on était un auteur traditionnel, finalement. Alors pour rester dans le thème du financement, donc Pepper et Carotte, c'est uniquement les dons. Et donc moi, je ne finance pas toute ma vie encore avec Pepper et Carotte, tout simplement parce que entre les épisodes, je fais aussi des travaux freelance, je fais aussi des choses. Et puis la production des épisodes est tellement complexe que ça a tendance à s'allonger. Donc c'est une grosse partie de mon revenu actuellement, mais ce n'est pas ce qui fait la totalité. Je vais commenter. J'ai la chance d'avoir des boulots entre-temps qui sont aussi dans le libre, donc qui correspondent avec mon éthique, où je peux travailler par exemple pour les illustrations pour Framasoft. Ça, ils m'ont commandé ces illustrations-là. Voilà, ça fait partie de choses, mais c'est pour remettre un peu comment est le financement de ce que je fais actuellement. Et un de mes grands combats, moi, au niveau du financement, ça va être la création d'une licence manquante. C'est-à-dire que pour moi, il y a une grande injustice entre avoir la Creative Commons attribution, simplement, celle où on donne que le nom, celle que Squeak a présentée au début, et la NC, directement non commerciale. Je pense qu'il y a une place qui n'a jamais été remplie pour, vous savez, comme le équitable, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y aurait un commercial autorisé, mais équitable, c'est-à-dire qu'une partie revient forcément à l'auteur. Et je pense que ça autoriserait des dérivations, des gens à faire du commerce avec, mais aussi à ruisseler vers le projet mère, tout simplement, un peu comme je sais que le mot ruissellement, ça, je sais, on nous a piqué tout notre vocabulaire, moi je peux plus rien dire, voilà. Non mais c'est vrai que dès qu'on parle de fric et de commerce, tous ces mots-là, voilà, c'est caca, quoi. Mais bon, vous comprenez le principe, je ne me fais pas le grand défendeur de ce genre de choses. Ok, donc je propose de changer un petit peu de thématique, bien que ce soit un peu connexe. La diffusion. Alors peut-être que David, tu pourrais garder le micro pour l'instant pour la diffusion, parce que tu es dans un cas qui a bien marché. Oui, alors je fais partie du petit pourcentage qui a un grand biais du survivant, c'est-à-dire qu'à des fois sur Internet, il y a des séries qui fonctionnent. Voilà, il y a autant de personnes qui postent sur leur blog des choses géniales complètement. Et puis, il y a des fois, il y a une chose qui va faire le tour du net. Et puis, qui va devenir
familier, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, et puis c'est quelque chose qu'on revient vers, et puis on va voir. J'ai la chance d'avoir un projet comme ça. Je n'ai pas de recette pour ça. C'est pas moi qui l'ai fait, ce sont des personnes qui l'ont repris, qui ont reposté sur ce que j'appelle des nouveaux éditeurs, parce que ce qui est de Reddit, ImageUr, ou ces grands portails où tout d'un coup on a beaucoup d'audience, eh bien ce sont des éditeurs pour moi, c'est-à-dire qu'on y met son travail, ou quelqu'un y met notre travail, et ce travail-là fait du fric quand même à Reddit, sous forme de publicité ou sous forme de données. Donc il y a réellement une activité commerciale à faire de l'entertainment. Donc c'est une nouvelle forme pour moi d'édition, mais sauf que c'est une édition qui me ruisselle pas. Là, on est d'accord. Mais au moins, il faut avouer qu'une chose, c'est que quand ça fonctionne au niveau diffusion, eh bien c'est complètement dément. Par exemple, les ventes même de l'éditeur qui me prend en dérivation, Glénat, au niveau pourcentage, sont ridicules à côté de quand Reddit ou quand ImageUr me met sur le portail en première page. Là, c'est la taille d'une ville comme Toulouse qui arrive en première soirée pour voir Pepper et Carotte et qui fait couler mon site. Voilà. Alors quand on me dit ouais, on a fait 10 000 exemplaires ou quelque chose, je fais waouh. on le fait en 1 minute quoi dans ces soirées-là quoi, en lecteur. Donc sur la diffusion, on peut dire qu'il est possible d'avoir des diffusions démentes avec le net. Est-ce que ça participe au financement ? Est-ce que c'est relié ? Forcément, on peut se dire que 10% des 10% des personnes qui viennent, 10% ont aimé et 10% de ceux qui ont aimé passera à l'action pour pouvoir faire une donation. Et sur un grand nombre, finalement, on peut s'y retrouver. Oui, ça peut être, mais c'est pas encore une science. Moi, j'essayais là de regarder s'il y avait des pourcentages ou des liens de causalité. Ça marche pas comme ça. Il y a des principes d'autorégulation, de regarder combien l'artiste gagne déjà, puisque c'est transparent, on voit. Et de dire non, là on laisse, c'est pas mal pour l'instant, c'est ce que ça vaut ou des choses comme ça. Donc c'est assez organique. Oui, sur le financement, il y a aussi en fait la question du financement dépasse complètement la question des licences libres. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, mais il y avait un rapport de la GESA qui est paru il y a un petit moment, mais ça n'a pas dû changer des masses, ou alors probablement dans le mauvais sens, qui était donc la GESA, c'est la sécu des auteurs, donc quelque chose comme ça. Qui disait que sur donc, leurs adhérents, il y avait 90% des adhérents touchés grâce à leurs droits d'auteur moins qu'un SMIC. Donc c'est-à-dire qu'il y a en gros, il n'y a que 10% des auteurs qui arrivent à se dégager un revenu supérieur à un SMIC. Et en réalité, ça fait une courbe de ce style-là où effectivement on a les notons et ce genre de personnes qui tirent complètement la moyenne vers le haut. Vous connaissez la blague, Bill Gates entre dans un bar et tout le monde est milliardaire en moyenne dans le bar, quoi. Et ça, en plus, là j'ai ça, il faut déjà y être inscrit. C'est-à-dire que moi, par exemple, a priori, j'y suis pas. Enfin, il y a plein d'auteurs qui y sont pas. Donc en réalité, et là, on parle de tous les auteurs. Donc en fait, de manière générale, les auteurs ne vivent pas de leur création. Et du coup, ça n'a rien à voir avec les licences libres. C'est-à-dire que si on veut régler le problème, la licence libre peut être une solution pour des questions dont on parlait tout à l'heure, d'éthique, de principe et de qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société. Mais de toute façon, en financement, on va dire oui, mais la licence libre, ça marche pas. Mais le droit d'auteur non plus, ça marche pas en fait. Donc c'est pas un argument de toute façon. Alors après, en question de financement, moi, comme à peu près tout le monde ici, moi, mon financement, il consiste à avoir un boulot pour lequel j'ai un salaire, et puis quand j'ai du temps, je fais des BD. Et oui, j'aimerais bien être fonctionnaire, auteur fonctionnaire ou quelque chose comme ça, ça m'irait très bien. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les intermittents du spectacle, qui était une forme de financement de la culture, alors là pour le coup pas des auteurs, mais des intermittents du spectacle, qui est une forme de socialisation en fait du financement qui avant était géré par les mécènes, et là on est passé à quelque chose, donc on pourrait imaginer quelque chose du même ordre, mais encore une fois qui dépasse largement la question des licences libres, quoi. Après, sur la diffusion, je ferais aussi une différence entre tout ce qui relève de l'illustration et ce qui relève de la littérature. C'est que l'illustration convient bien à tout ce qui est média social moderne. Ça se repartage vite, on voit tout de suite si on aime ou on n'aime pas, on peut reliker, etc. Si je poste un roman, un pote le voit, il le lit, 3 semaines plus tard il le like, il le repartage, 3 semaines plus tard,
c'est pas fait du tout c'est pas du tout un média instantané, la littérature, et donc du coup on bénéficie pas finalement tous ces effets de levier que certains artistes peuvent avoir sur la musique ou sur l'illustration par exemple. On n'a pas du tout finalement ça, et les réseaux traditionnels finalement de diffusion de l'information sur la culture nous sont complètement fermés de toute façon parce qu'on fait du libre. Si en plus on fait de l'auto-édition de nouvelles de science-fiction comme Térémis, je crois qu'on a le bingo de tout ce qu'il ne faut pas faire pour être accepté dans le monde de la culture du livre. Donc on se rajoute finalement des difficultés, et le libre et les nouvelles technologies ne nous offrent pas finalement beaucoup d'outils pour essayer de mettre en place. Donc bon, même si on fait du don, etc., ça rapporte un petit peu d'argent, mais actuellement on est encore obligé de s'appuyer sur les façons traditionnelles de répandre de la culture, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se faire connaître dans la presse, dans les médias traditionnels, les radios, les télés, les machins, et si on n'a pas de visibilité là, en tant qu'écrivain, ça reste compliqué finalement d'arriver à avoir une diffusion suffisante pour que les gens y accèdent. Avec le livre, ils peuvent y accéder par le web. Nous, à Framabook, donc là, on est, tout ce côté-là, on est Framabook, en fait, c'est le hasard. Voilà. Et à Framabook, on a fait le choix de ne pas être sur Amazon, et donc c'est parce que c'était trop facile, sinon on est monté sur la ligne les bras dans le dos, mais en plus on se bande les yeux et on est sur un pied, quoi. Et donc du coup, pour pas être sur Amazon, on n'est pas non plus dans les réseaux de diffusion traditionnels de la librairie. Et donc c'est compliqué de nous trouver en librairie. Bon, on a une librairie sur Paris parce que on a une membre à Framasoft qui est une librairie, donc elle revend les Framabook. Mais donc du coup, on se complique finalement aussi la diffusion et l'accès aux livres. Donc même si les fichiers électroniques sont accessibles, il y a plein de gens qui n'ont pas de liseuse. Il y a beaucoup de gens qui lisent des livres encore de façon papier. Les gens peuvent commander en ligne, mais les gens ils commandent en ligne sur Amazon, hein, ils commandent pas en ligne sur Framabook. Donc si on a des exigences éthiques assez fortes, on va dire, comme au sein de Framabook, on se complique finalement encore plus la tâche parce qu'on veut que tout corresponde à certaines valeurs qu'on veut défendre. Avec juste rapidement, j'ai vu que la parole était déjà demandée et que le timing était annoncé. Non, juste pour positiver un petit peu. À l'inverse, quand même, le fait de publier sous licence libre nous permet quand même d'être aussi dans des événements comme cela, dans d'autres événements libres pour lesquels on paye pas de place de stand. Alors, on vend pas des milliers d'exemplaires, mais on a quand même du coup du contact avec un public dans ce cadre-là que je crois on n'aurait pas sinon. Donc, moi, aujourd'hui, c'est une part d'avantage de ce point de vue-là. Souligner un petit côté quand même, tu vois. Enfin, Là, c'était juste pour les avantages de la BD, les avantages du livre. Alors, une bonne chose dans la BD, c'est que les traductions, c'est plus facile et c'est plus facile d'arriver à faire quelque chose d'international. Le livre, quand il est libre, c'est difficile de trouver un contributeur qui va traduire un livre. 10 tomes d'une saga, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça fait une différence entre les formats et la contribution qui par exemple, pour un programme, si c'est des petits... traduire du texte qui est assez court, c'est faisable. Mais demander à un contributeur pour traduire un gros projet, c'est pas faisable. Ça serait pour rebondir simplement sur le fait que par rapport au livre et à la bande dessinée, je pense que le livre, dans sa forme longue, parce qu'on peut faire des haïkus aussi, demande beaucoup d'investissement en fait, de lecture à la personne, comme de regarder un film complet par exemple, mobiliser du temps, et chose que dans notre univers... je pense que tout le monde est très occupé et c'est difficile de faire le pari de prendre un livre d'un auteur qu'on ne connaît a priori pas et de dire je vais me lancer dedans et puis je vais mobiliser le temps pour pouvoir le prendre. Le format par exemple de Pepper et Carottes, je ne fais pas des 42 pages, je pense que je ne le serais pas capable non plus, mais si j'avais commencé avec une histoire de 42 pages, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi diffusée viralement. Il y a une sorte de contrat toujours de un clic, 5 minutes de temps d'attention et c'est tout. Et c'est vrai que c'est cruel en livre parce que 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes voilà, c'est sur ce temps-là, hein, c'est plus que sur le média.
Alors, pour ce qui est de la diffusion, on est dans un environnement où la diffusion est depuis Internet. C'est plus un problème. On peut tous diffuser. On peut tous ouvrir un blog. D'ailleurs, je pense que Internet est un livre. C'est intéressant qu'on s'interroge quand on parle des pages libérées. D'abord, qu'est-ce qu'un livre et quelles sont ces pages? Le livre libéré ultime, en fait, on l'a depuis longtemps. Il a été approprié par des sales types. On essaye de s'en débarrasser, on essaye de réinventer la roue, mais en fait, la solution, elle existe depuis longtemps. Donc, après, la question, c'est de quoi on se libère? Je fais un espèce de braque, hein, désolé. De quoi on se libère? Enfin, qu'est-ce qu'on libère? Est-ce que c'est l'œuvre ou est-ce que c'est nous? Je crois qu'il s'agit non pas tant de libérer l'œuvre, parce que l'œuvre, elle va être libérée par défaut. Encore une fois, le piratage le démontre. Dans la pratique, c'est ce qui existe. Les gens consultent. Voilà. Donc, les œuvres, de facto, en réalité, sont en quelque sorte libres. C'est plutôt nous, enfin, je crois, qui devons nous libérer de nos peurs, notamment de réappropriation, d'utilisation qui ne serait pas voilà. Je pense qu'on... Tu parles de nous auteurs ou nous individuellement. On est là, on a peur, on est dans une notion de propriété. Et en fait, c'est de ces notions-là qu'il faut réussir à se dégager, quoi. Et c'est vrai aussi dans le logiciel. Donc, encore une fois, c'est pas une nouveauté, mais pour la culture, je pense je sais pas, d'une certaine manière, on part de plus loin, quoi. Bon, voilà. Non, je te regardais pour te demander si tu voulais donner la main au public ou relancer une question. Eh ben, oui, alors clairement, alors juste pour info, on avait prévu d'autres thèmes à aborder, mais effectivement, laisser la main au public, on voulait aussi le faire. Et donc, je sais pas si on aura du fil, on va essayer. Chacun se lève et vient au micro. T'arriveras pas jusque là-bas, hein, c'est petit, là. Merci. Approchez-vous, n'ayez pas peur. J'ai pas peur. J'étais déjà sur scène tout à l'heure, ça va. J'ai entendu parler de fonctionnaires du livre ou fonctionnaires auteurs, tout ça. Et du coup, je voudrais avoir un avis sur le revenu de base. Est-ce que, en tant qu'auteur qui n'ont pas de revenus de œuvres, vous avez envisagé le revenu de base et d'en vivre ou quelque chose comme ça? Je vois que Marina demande la parole. Oui, alors moi-même, je reçois le RSA, revenu de base. Et c'est simplement, je suis le principe que pour moi, je n'ai pas un mode de vie qui demande beaucoup d'argent. Donc, je vis et même j'épargne un peu avec mon RSA. Et après, je consacre mes heures et mon loisir, donc mon travail aussi, c'est pareil, à écrire. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui... Ouais, après, ça devient un peu le problème quand on commence à aborder ces problématiques. Et moi, je suis le premier à être là-dedans. C'est que, en fait, ce genre de problème, quand on prend du recul, dépasse largement la question de la culture, qui devient plus une question d'organisation de la société. Donc moi, effectivement, mon revenu de base ou salaire à vie, pour reprendre la version Frio, ce genre de choses, m'intéresse énormément. Mais du coup, c'est un peu compliqué d'aborder ça dans une conférence comme ça, parce que pour moi, ça demande une réorganisation assez radicale de la société, à laquelle personnellement j'aurais tendance à aspirer, parce que assez radical là-dessus. Mais du coup, oui, mais parce que ce dont on parle là, en fait, le fait que les gens n'arrivent pas à se financer et tout, c'est un mouvement aussi qui est global dans la société. C'est le mouvement de la disparition aussi du travail et de la montée du chômage de masse, et qui fait que qui n'est pas pris en compte, en fait, dans les politiques actuelles, ou qui est pris en compte juste pour augmenter la pression sur les gens qui ont la chance d'avoir encore un travail, alors qu'on pourrait aussi dire qu'on réduit la voilure, ce qui serait pas mal d'un point de vue écologique et tout. Voilà, moi du coup ça commence à m'évoquer des trucs comme ça, et là si on parle là-dessus, honnêtement on en a pour 2-3 heures. Donc, Simplement pour évoquer une petite piste complémentaire, encore une fois la monnaie libre, alors je suis pas très technicien, mais en gros correspond un peu à ces idées-là qui viennent d'être évoquées, et nous-mêmes sommes plusieurs adhérents, enfin membres de la monnaie libre. Je sais pas, il y a Yann, tu l'es, Guy aussi, voilà. Et il y a encore 3 traces en vente sur Géchange en monnaie libre. Et si vous vous dépêchez pas, je monte les prix là. Parce que j'ai plein de thunes.
Moi, oui, c'est pas un micro. Parle. J'ai pas beaucoup de voix. Hein. Alors, je viens du centre de la France, d'un village où un auteur, d'un auteur décédé depuis 69 ans, qui est assez connu, qui s'appelle Émile Guillaumin, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie d'un simple, donc qui est révélateur de la vie des paysans du coin, quoi. Et donc, je suis aussi technicien informatique orienté logiciel libre. J'essaie de remplacer les Windows par des Linux auprès des particuliers. Donc, je me dis que au niveau des licences libres, je suis intéressé de savoir les livres écrits par cet auteur du village, comment on pourrait les sortir sous le format libre et peut-être les diffuser plus largement encore qu'ils n'ont été jusque-là, quoi. Et voilà aussi. Donc j'ai écouté, vous avez parlé des licences CC0, et voilà aussi, si vous aviez des conseils, je sais pas. Là, la réponse est simple, hein. Comme on le disait, dès l'instant où un auteur n'a pas placé sous une licence libre ses œuvres de son vivant, le copyright traditionnel s'applique, la convention de Berne s'applique, donc l'œuvre appartient à ses ayants droit jusqu'à 70 ans après sa mort. S'il n'a pas d'enfant, de filiation directe et tout, ça peut être assez compliqué. Pour la petite histoire, c'est le boléro de Ravel. Je crois que ça a transité pendant un moment par le coiffeur de sa sœur. Et au final, c'est l'ancien avocat de la SACEM qui a touché les droits, hein, pendant plusieurs dizaines d'années et qui a fait en sorte que justement ce soit reporté le plus possible, parce que c'était l'œuvre classique qui a rapporté le plus d'argent. Donc voilà, trouver la filiation d'une œuvre qui n'est pas sous licence libre, ça peut être assez compliqué. Donc s'il n'est pas mort pour la France, s'il n'a pas été ancien combattant, normalement 70 ans après sa mort, c'est dans le domaine public, et dès l'instant où c'est dans le domaine public, bah, tu peux l'éditer, hein. C'est comme à Victor Hugo, etc. Tu as le droit de prendre son texte et d'en faire un livre, de l'imprimer, de le distribuer, etc. Voilà. Et d'un point de vue moral, si tu fais que imprimer son œuvre et la diffuser, même s'il y a des endroits qui se manifestent, qui voudraient l'interdire au nom du droit moral, il y a peu de chances qu'ils soient entendus, parce que tu ne fais que diffuser l'œuvre sans y retoucher, sans modification. Donc a priori, tu n'auras absolument aucun problème à diffuser. Par contre, il faut être bien certain qu'il ne soit pas mort pour la France et qu'il n'ait pas fait la guerre, auquel cas ce sera un petit peu plus long. Donc... En petit complément, j'en profite pour faire un peu la pub d'un cours ouvert, donc on va appeler un libre cours, que vous pouvez traduire par un MOOC si vous voulez, mais on va le garder sous le terme de libre cours, qui sera donc porté notamment par Framasoft si tout se passe bien, février-mars prochain. Donc on va proposer une formation d'une 20aine d'heures à la culture libre, dans lesquelles on abordera l'introduction au droit d'auteur, les licences libres, et du coup le but, ce sera aussi qu'il y ait un aspect un peu pratique. Donc, ce contexte-là permettra aussi d'évoquer ce genre de questions et de les traiter. Et j'espère que dans le paquet, on arrivera à emmener des gens qui sont intéressés par les volets juridiques au niveau libre, comme Calimac ou comme Benjamin Jean. Donc, pour le moment, on les utilise déjà en termes de contenu, mais qu'on les ait aussi un petit peu dans la sphère. Donc, ça pourrait être aussi l'occasion, si vous avez des projets, des questions, etc., de venir les soulever dans ce contexte-là. Donc, formation à la culture libre, début d'année prochaine. Voilà. Donc ce sera sur l'adresse, ce sera librecours.net. C'est en train d'être créé. C'est quelque chose que je fais moi à l'université de Compiègne, que j'utilise dans ce cadre-là, et donc du coup qu'on utilisera dans ce cadre-là à ce moment-là. Ce sera bien sûr sur contenu libre. Ce sera gratuit. Et en revanche, on n'en a pas encore discuté de tous les détails, mais j'envisage une clause du type, si jamais vous réussissez suffisamment bien, eh bien vous vous engagez vous-même à devenir le tuteur et le formateur d'au moins une session ensuite. Et donc, du coup, ça devrait permettre comme ça de faire un roulement. Ce ne sera pas juste des contenus, hein. Ce sera des contenus avec un accompagnement, avec un tutorat. Donc, la possibilité de poser des questions, etc. Voilà. Et on va essayer de faire participer ceux qui ont été apprenants d'une session à la session N+1, ceux qui sont bien investis, qui ont bien réussi, pour en devenir les tuteurs de la session suivante. Encore en chantier, hein, mais ça se dessinera d'ici là. Alors, en termes de technologie, le fond, ça part de Scénari. Scénari.org, si vous voulez aller regarder, qui est quelque chose que j'ai développé dans une vie antérieure, mais voilà, toujours, enfin, pas que j'ai développé, pardon, que j'ai développé au sens pareil, communautaire, que j'ai participé à créer. Voilà. Donc, la base, c'est ça, et après, c'est les développements périphériques autour de ça. Donc, sous licence libre, mais pas des trucs que vous connaissez a priori, sauf si vous connaissez Scénari.
Ok, il nous reste 1 minute et demie. Merci. Une question très rapide. Vous avez parlé de monnaie libre. C'est quoi? Rendez-vous au café peut-être, ou alors Squeak. Ouais, je vais le faire très vite. Et donc, la réponse principale, ce sera il y a un stand. Non, mais parce que pour l'expliquer bien, pour le digérer, il faut prendre le temps. Pour faire simple, c'est une monnaie libre. Alors pour l'instant, il en existe une qui s'appelle la June, ça s'écrit G1. Une monnaie libre, c'est une monnaie dont la création monétaire est d'une part distribuée à tous ses membres de façon égale, et ensuite, ce qui est pour moi un des points intéressants, c'est que elle est distribuée y compris de façon égale dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas une génération qui est privilégiée par rapport à une autre. Et en fait, dans les équations, puisque pour calculer quelle quantité de monnaie on va créer, dans les équations, le paramètre le plus intéressant, c'est l'espérance de vie humaine. Voilà. J'en dis pas plus, il y a plein d'autres avantages et plein d'autres choses à en dire, mais voilà, à votre disposition pour en discuter, peut-être pas ce soir parce que voilà, mais demain, si vous me trouvez moi, que ce soit sur ce stand-là ou sur un autre, n'hésitez pas à aborder le sujet, ce sera avec plaisir. Et ouais, il y a des membres un peu partout. Il y en a quelques-uns, donc voilà, chez Framasoft, il y a David, il y a Térémis, il y en a qui se promènent même si ça se voit pas. Et il y a une conférence demain matin qui est, si je me trompe pas, à 10h30 par Mathieu et Nadou. Donc Mathieu qui fait partie des personnes qui ont beaucoup développé la chose dans la région. Voilà. Donc Toulouse est un endroit où c'est très actif, sinon c'est principalement en France et francophonie. Voilà. Merci pour vos contributions et puis merci pour vos questions et votre accueil. Et bien, alors je sais pas si David, si tu es encore là demain ou pas. Non, donc voilà, David ne sera pas là demain, mais tous les autres, a priori, sont encore là demain. N'hésitez pas à leur mettre la main dessus, c'est des grands bavards et bavardes. Voilà. Donc sautez-leur dessus gentiment et tout se passera bien.